dans la vie, on passe notre temps à résoudre des difficultés. Et de temps en temps, il y a une difficulté qui reste. Et si elle reste et qu'elle devient un problème, alors c'est parfaitement logique de constater que si elle devient un problème, c'est que ce qu'on a fait pour la résoudre maintient ou renforce. Mon métier va être de repérer ce que les gens essaient de faire pour résoudre leurs problèmes et de leur proposer de faire exactement l'inverse, quelque chose à 180 degrés. Par exemple, un soignant qui s'empêche d'être triste parce que c'est dans sa vision à lui d'être le plus fort, comme le Iron Man dans le livre, eh bien, d'une certaine manière, va créer des problèmes supplémentaires et va créer une tristesse encore plus envahissante, parce que quand on n'accueille pas la tristesse, elle nous cueille. Et donc l'idée, là, va être de dire, les tentatives de solution de cette personne, c'est de lutter contre sa tristesse. Et donc l'inverse, c'est au contraire de l'accueillir. Et donc c'est ce qu'on peut prescrire à nos patients, par exemple, sur les émotions. Mais c'est la même chose sur des douleurs chroniques. Quand on se met à lutter contre des douleurs chroniques, on crée une sorte de tension à la fois physique et psychologique ou mentale qui fait qu'on se dit « je dois absolument me débarrasser de cette douleur ». Or, au contraire, puisqu'on sait qu'elle restera là, probablement tout le temps, l'idée, ça va être plutôt de devenir intime avec elle. Et comment je fais avec cette douleur? Et comment je m'habitue à cette douleur? Au point que j'ai actuellement un patient qui l'appelle mon ami philosophique. Et pourtant, il s'agit d'une névralgie extrêmement douloureuse. Tout est affaire de perception et de régulation. Et le modèle de Palo Alto amène cette nouvelle façon de voir les problèmes humains. Un peu comme si, comme tout est affaire de perception, alors tout est modifiable tout le temps. Que ce soit les émotions, la perception de la douleur ou de certains symptômes, et puis également les régulations qu'on peut avoir vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire comment on fait avec les autres. Il arrive fréquemment que certains problèmes disparaissent parce que la personne qu'on reçoit a changé sa perception sur sa relation avec l'autre. Et alors il n'y a plus besoin de réguler, ou alors il n'y a plus besoin de s'empêcher de réguler, au contraire. Et les choses sont résolues. Alors bien sûr, on va proposer des choses faisables à nos patients. Co-construire avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accueillir cette douleur. Ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour résoudre leurs problèmes dans le délire dans lequel ils se trouvent. Quand je dis les suivre dans leur délire et dans leur douleur, c'est-à-dire être à côté d'eux, en train de comprendre ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils se disent de leur perception. Et à partir de là, on peut essayer de modifier les choses ou d'améliorer en quelque sorte la relation qu'ils ont avec leur douleur, ou d'améliorer les relations qu'ils ont avec leurs émotions, ce qui les amène du coup à améliorer les relations qu'ils ont avec les autres, et notamment les soignants. Une première utilité du modèle de Palo Alto, c'est comment on évite, par exemple, d'utiliser certains médicaments, et comment on résout la situation de manière pérenne, et pas simplement en colmatant avec un médicament à un moment donné. Mais les soignants savent bien de quoi je parle. C'est-à-dire que quand on est arrivé à une prescription médicamenteuse où on est au maximum des doses, par exemple, de morphine ou de calmants ou de psychotropes, que faire d'autre? Attacher les gens, pas faire autre chose. Donc, à un moment donné, c'est bien de réfléchir à d'autres solutions. Et notamment via la communication et l'idée de comprendre ce que fait l'autre avec lui-même et avec les autres pour résoudre son problème, que ce soit dans la réalité ou dans un délire. Le modèle de Palo Alto peut amener à l'hôpital une autre chose extrêmement importante, c'est l'importance de la relation. Dans le monde médical et dans le monde de la psychologie analytique habituelle, on va voir les individus comme sortis de leur contexte, comme étant des êtres tout seuls. Or, on n'est jamais seul, on est toujours en interaction avec les autres, on est en interaction avec nous-mêmes, comme je le disais, avec nos pensées, nos émotions et notre physique. On est tout le temps en train d'échanger et de communiquer. Et à l'hôpital, comme on ne prend pas en considération l'aspect relationnel, eh bien on crée des souffrances supplémentaires, par exemple, au sein des familles ou vis-à-vis des soignés, quand on a un soignant et qu'on ne prend pas en compte la relation. Typiquement, c'est quand on a une annonce extrêmement difficile à faire en tant que soignant. Parfois, certains soignants, pas tous bien entendu, mais vont se dire « je dois être le plus factuel possible et ne pas me laisser toucher car je suis l'être fort qui doit soutenir cette famille ». Or, je crois que c'est l'inverse qui est adapté quand on annonce quelque chose de dramatique. Je pense que ça aide beaucoup plus les familles et les soignés à accepter leurs propres émotions et c'est beaucoup plus thérapeutique. Il nous arrive, nous, en séance, d'avoir les larmes aux yeux quand les gens nous parlent de leurs problèmes, mais que faire d'autre? Si moi je m'empêche d'être touchée par une situation, alors c'est comme si je devenais une cocotte minute et à tout moment je vais exploser. Alors comment j'aide la personne? Je n'ai plus accès à ma réflexion, à mon cerveau, et donc c'est absurde. C'est la même chose pour les soignants. S'ils sont envahis, les soignants je veux dire dans le monde médical, s'ils sont envahis par leurs propres émotions, ou plutôt par la lutte qu'ils mènent entre leur volonté et leurs émotions, alors comment être efficace? C'est extrêmement difficile.
C'est comme s'il devait courir, mais avec des poids aux pieds sans arrêt. L'empathie peut parfois être stratégique. L'empathie n'est pas que une barbe à papa et quelque chose qu'on peut voir comme une vision bisounours des relations, pas que. Elle est parfois extrêmement stratégique, c'est-à-dire que quand on est empathique, on peut arriver à apaiser quelqu'un et à faire en sorte, qu'il gère lui-même son émotion et que du coup il se calme, comme dans le livre où je parle de quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. Et finalement, le fait même de lui dire d'arrêter de faire des crises d'angoisse, de se calmer, fait qu'elle monte. Et c'est terrible parce que du coup, elle essaye elle-même de lutter contre son émotion, ce qui fait que l'émotion gagne. Une émotion, c'est comme si on mettait un chat dans un sac et il se débat, il va griffer. Et si on ouvre le sac, il devient violent. Alors il va falloir apprendre à ouvrir le sac tout doucement et à l'apprivoiser petit à petit. Et c'est ce que je raconte dans ce livre. Et c'est un gain de temps pour les soignants que d'accueillir l'émotion, alors que eux disent on n'a pas le temps de faire ça. Sauf que c'est un investissement sur le moment où on accueille l'émotion. Et donc on évite les crises suivantes. Parce que la personne est nettement moins paniquée et en effet se dit on entend que j'ai peur et on fait attention à ça. Donc moi aussi je peux faire attention à ma peur.